Alors, bonjour tout le monde. Merci, premièrement, de vous être inscrit à cette conférence de Think Data 2020. Ça va me faire plaisir d'animer le prochain 45 minutes qui va principalement parler de notre expérience en tant que leader du data au Canada. Donc, Agile DSS, je vais vous présenter l'organisation. Je vais aussi vous présenter brièvement qui je suis. On va passer ensuite à travers un peu l'économie puis la géographie du Canada. C'est important à comprendre pour bien saisir. Après ça, pouvoir faire un focus sur l'analytique au Canada, qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, je vais passer un survol sur les principes un peu, puis les fondations là, qui animent les écosystèmes data au Canada, basés sur notre expérience, bien sûr. Puis je vais terminer par des expériences très concrètes là, dans des derniers mandats qu'on a fait au cours des dernières années, là, vous donner vraiment du concret lorsqu'on adresse un challenge de type analytique là, au Canada et principalement dans l'Est du Canada. Qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce qu'on peut en retirer vraiment concrètement. Je me lance. On a une petite demi-heure en fait de présentation ensemble, suivie d'une période de Q&A. Bien sûr, vous pouvez inscrire vos questions dans le Q&A du Zoom. Puis je vais me garder du temps pour y répondre à la fin. Donc, on part ça. Agile DSS, en fait, en quelques mots, déjà pour vous expliquer qui on est, Agile DSS. En fait, on est en affaires depuis maintenant 17 ans, presque 18, donc depuis 2003. Comprendre qu'en 2003, au Canada, il n'y avait assurément pas beaucoup d'analytique, pas beaucoup d'intelligence d'affaires. Donc, Agile DSS, c'est une entreprise principalement orientée sur l'agilité logicielle. Au fil des années, on a bien sûr développé un focus là, sur l'analytique au fil du temps. Pour se lancer, en fait, ajouter graduellement des pratiques d'affaires et des pratiques technologiques à l'organisation, en commençant par la visualisation, éventuellement le conseil stratégique. En 2015, on a débuté un plan pour intégrer le big data et le cloud dans nos offres. Puis aujourd'hui, en fait, on est une entreprise de 70 personnes, plus beaucoup de partenaires aussi avec lesquels on travaille, avec plusieurs centaines de milliers d'heures de travail dans la donnée avec différents clients. Vous voyez, on a plusieurs clients de tout type, tous horizons, toute industrie. Donc, on est dans une approche très agnostique d'un point de vue industrie, très agnostique d'un point de vue technologique. On a des partenaires technologiques, certes, mais notre approche est vraiment focusée sur les enjeux clients. Maintenant, à comprendre vers où on s'en va, notre vision de 2025, c'est vraiment vers une vision de l'écosystème unifié. Peut-être vous le vivez déjà dans vos différentes industries et pays. Ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'au fil du temps, on a ajouté différents blocs dans nos écosystèmes, qu'on parle initialement des entrepôts de données on-premise, éventuellement du big data, les lacs de données. Là, on commence à parler beaucoup du cloud et il y a même des dérivations de ça avec les virtualisations et tout ça. Ça commence à amener un certain niveau de complexité pour les clients d'affaires. Nous, on croit vraisemblablement que ça va s'en aller vers une unification de ces écosystèmes-là pour les simplifier. Unification, ça veut dire qu'ils vont tous exister, assurément, mais on va avoir des couches d'unification, que ce soit au niveau de la visualisation, de la consommation en sciences des données. On va avoir une certaine unification qui va s'opérer. Donc, notre plan d'ici 2025, c'est vraiment de focuser sur ces éléments-là d'unification des écosystèmes. Si on cherche le terme Unified Analytics, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de tendances en cet horizon. Donc, c'est un peu Agile DSS en survol qui on est et qu'est-ce qu'on fait sur le marché du Canada présentement. Dans notre approche, on croit fortement que les données mènent à une valorisation d'affaires. L'idée, en fait, c'est de couvrir la totalité, être en maîtrise totale de l'écosystème analytique du début jusqu'à la fin. Encore là, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire autant d'initier les projets, donc le design, la conception initiale, à la gestion de projet, le développement, les cycles de tests, à la mise en valeur des données par la visualisation des différents artefacts de consommation. Donc, on est des équipes pluridisciplinaires. La plupart de nos gens ici vont être capables de travailler sur plusieurs sphères, que ce soit en analyse jusqu'au développement, en architecture jusqu'en modélisation de données. Donc, c'est vraiment le type d'approche qu'on a. Donc, on est vraiment des partenaires d'affaires avec nos clients. Je vous l'explique parce que c'est important de comprendre que c'est avec cet axe-là qu'on va adresser
le marché, comment notre vision du marché. On a eu la chance d'avoir une croissance assez phénoménale dans les dernières années. Vraisemblablement, l'offre qu'on amène au marché fait du sens. C'est dans cet axe-là qu'on va aller ensemble découvrir l'écosystème analytique du Canada. Donc, on est très près de nos clients d'un point de vue partage de connaissances. Donc, on a de la formation, autant de la formation exécutive, aider les exécutifs à avoir une vision data-driven, donc être activé par rapport au phénomène de valorisation des données, jusqu'à accompagner les équipes de développement sur les meilleures pratiques de développement en analytique. Donc, on couvre encore là plusieurs aspects de partage de connaissances. Donc, Agile DSS en bref, maintenant moi, puis ensuite on va tomber dans le contenu de la présentation brièvement. Donc, je viens du monde de l'analyse et programmation technique. En 1999, j'ai créé mes premières entreprises en 2001, WebSerious.net, qui était en fait dans le grand remous des e-commerce au Canada. Donc, on était focalisé sur les applications corporatives B2B et B2C, e-commerce et business to business. Puis Xefu.com, qui était une entreprise de création de jeux vidéo multiplateformes. Donc, en 2001, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était des téléphones 16 pixels par 16 pixels flip. Nous, on créait des jeux sur ces cellulaires-là et PC en parallèle. Entreprise qu'on a vendue quelques années plus tard. En 2006, j'ai été leader d'une équipe analytique dans les premières équipes analytiques de la Banque nationale du Canada, une des grandes banques du Canada. Donc, on était au balbutiement des entrepôts de données du BI là, au Canada. Donc, j'ai fait partie des premières grandes équipes. Aujourd'hui, ce sont plusieurs centaines, mais initialement, on n'était qu'une dizaine à la Banque nationale. Donc, au passage, je suis allé faire une maîtrise en gestion des affaires que j'ai terminée en 2008 dans une des universités locales du Canada. En 2011, j'ai intégré Agile DSS en tant que directeur de l'agilité et éventuellement directeur des opérations. Donc, ça nous a permis en fait de vraiment bâtir et mettre une structure en place du service conseil d'Agile DSS qu'on a fait dans les années suivantes 2011. Puis en 2018, avec mes deux partenaires, on a fait une acquisition d'Agile DSS. Donc, on a racheté en fait les partenaires fondateurs initiaux et on a commencé le plan de croissance qui est relaté dans les chiffres que je vous montrais dans les slides précédentes. Donc, on a mis à profit vraiment les actifs qu'on avait au niveau de l'agilité, au niveau des entrepôts de données initiales et on a vraiment ouvert nos partenariats. On est devenu vraiment agnostique. Puis dans le fond, notre focus est vraiment de servir nos clients maintenant et vraiment beaucoup moins du côté logiciel, beaucoup plus du côté service conseil. Vous allez avoir, d'ailleurs, pour ceux qui participent à une autre conférence au niveau des lacs des données, on a Charles-Étienne Lavoie qui donne une conférence plus tard. C'est un de mes partenaires, notamment. Là, vous allez pouvoir peut-être découvrir d'autres aspects de ce qu'on fait chez Agile DSS. Donc, une fois que je vous ai présenté qui je suis et Agile DSS, allons dans le cœur de la présentation. Maintenant, le Canada. On va commencer avec la base. Le Canada, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un immense pays avec très peu de population. En gros, pour faire un comparatif très simple, au Canada, on est près de 38 millions. Et il y a un petit État ici, là, américain, qui est la Californie, où ils sont plus populeux dans cette petite zone-là, 39 millions, versus nous qui sont près de 38 millions au Canada en entier. Grand pays, très peu populeux. À comprendre que c'est focalisé sur deux provinces, le Québec et l'Ontario principalement. On retrouve plus de 50% de la population dans l'est du Canada, alentour principalement du cours d'eau ici, la Saint-Laurent. Donc, toutes les grandes villes ici d'affaires se situent ici, puis des grands lacs qui sont ici. Une autre petite partie de la population est concentrée en Colombie-Britannique, là, dans l'ouest, mais vous voyez que c'est tout juste 15% à 13% de la population canadienne. Donc, c'est un grand pays, très peu populé, concentré dans des grandes villes alentours du fleuve, au Québec et en Ontario. Québec est une province principalement francophone, multilingue anglaise et franco, mais principalement francophone. Plus on va en région, plus c'est franco, plus on se centralise vers Montréal, plus c'est multilingue franco-anglo. Ontario, qui est une province purement anglophone. Il y a quelques petites villes limitrophes ici qui vont être franco, mais c'est très limité. D'un point de vue économie, en fait, vous le voyez au niveau du G7, le Canada se situait en tête de liste en 2017. Là, on est principalement dans les mêmes zones au niveau de 2019 et 2020. Donc, une grande croissance d'une entreprise. Mais en fait, on a un pays, excusez-moi, qui a beaucoup de potentiel.
qui est principalement focalisé dans le manufacturing, les mines. Puis c'est un grand pays, donc on est encore en construction du pays. Donc, il y a beaucoup de, vous voyez là aussi économiquement, real estate, leasing, construction. Donc, on construit beaucoup. C'est un pays qui est en croissance de ce point de vue-là. Donc, on a beaucoup d'immigration, beaucoup de gens qui viennent travailler au Canada, qui émigrent. Donc, ça crée un petit peu un remous constant de l'économie. Le graphique que je vous montre là, c'était 2018. Je regarde en 2020, il y aurait des petits mouvements, mais pas beaucoup. Donc, on est beaucoup dans le manufacturing, les mines, la construction. Tout ce qui est santé, ça dépend beaucoup du gouvernement au Canada, donc c'est public, mais il y a beaucoup d'argent dans ce coin-là d'un point de vue économique. Puis vous voyez aussi que finance et assurance ici, qui est relativement quand même bien placé par rapport aux industries. Ça se situe beaucoup, si on parle du Québec, vers la ville de Québec. Je vous en parlerai un petit peu plus tantôt. Puis les finances sont concentrées sur la ville de Toronto, donc très près d'ici, à quelques heures de Montréal. Moi, je vous parle de Montréal présentement. Donc, on a de la finance et des assurances dans ce coin-là là, qui sont assez présents. Puis vous avez entendu sûrement parler, je vais encore faire un petit zoom tantôt, mais de la FinTech sur Montréal et Toronto qui est très présente, mais c'est parce qu'on a beaucoup de finances qui est présente. Donc, il y a de l'innovation qui est stimulée par rapport à ce domaine d'affaires-là. Donc, c'est ça. On a beaucoup de liens commerciaux. Ici, vous voyez l'import-export, les trade balance avec les États-Unis, beaucoup. Puis, on est en négatif trade balance avec une portion de l'Amérique du Sud et la Chine, comme plusieurs pays. Donc, on a un grand partenaire économique juste au bord de la frontière, à quelques heures de Montréal, de la ville à laquelle je vous parle présentement. Puis principalement du manufacturing puis de la conception qui vient de la Chine. Maintenant, ça tend à 10 minutes parce qu'on recentralise le manufacturing au Canada graduellement, comme vous voyez ici, pour intégrer ces fonctions-là le plus qu'on peut. Mais ça vous donne une idée économique sur Montréal, sur le Canada, puis par rapport à l'international, où on se situe donc un pays très dynamique. Vous l'avez vu, là, je vais commencer à zoomer sur l'analytique et le Québec par la suite. On est un pays, le Canada, qui s'est mis sur la map avec l'analytique en 2015, 2016 et maintenant en 2018 assurément, par je dirais, la publicité de masse par rapport à l'intelligence artificielle. Bon, assurément que l'intelligence artificielle s'assoit sur des données qui s'assoient sur ce qu'on connaît très bien, l'analytique. Donc, on a amené ce vibe-là sur le Canada en investissant massivement avec des programmes principalement publics et ce que nous, on appelle des angel investors, donc des anges qui investissent dans des entreprises un peu comme Silicon Valley, pour ceux qui connaissent un peu le principe. Donc, des gens qui ont beaucoup de sous, des entreprises qui vont fonder, vont financer des entreprises en démarrage pour éventuellement récupérer bénéfices si ça fonctionne. Donc, c'est de l'argent, des gageures. Mais on a stimulé beaucoup l'AI, l'intelligence artificielle sur le Canada et beaucoup à Montréal et un peu à Toronto dans les dernières années. Puis ça a amené vraiment une dynamique intéressante qui a poussé une modernisation là, de l'analytique sur Montréal, ne serait-ce que par l'attraction de talent, ne serait-ce que par l'attraction de capital et de grandes entreprises. Là, vous le voyez ici, là, Microsoft, Google, Facebook, Samsung, Netflix, Pinterest, Adobe, name it. Ils sont venus ici notamment pour bénéficier des crédits. Donc, au Québec spécifiquement, mais au Canada, je vais vous parler du Québec, on a des crédits de recherche et développement, des crédits d'affaires électroniques. Donc, on a plusieurs crédits que le gouvernement, en gros, rembourse une portion des salaires si vous investissez dans des trucs innovants. Donc, ça attire beaucoup, encore là, d'entreprises, beaucoup de talents. Ce qui fait en sorte qu'on a un pôle de talent vraiment intéressant. Puis on a aussi plein de projets intéressants qui émergent de ça, suivant une expérimentation en lab. Bien souvent, il y a des entreprises ou des industries qui vont intégrer, exemple, le IoT, vont venir intégrer du IoT en manufacturing parce qu'il y a des millions qui ont été mis par le gouvernement là-dedans, éventuellement. Les entreprises veulent en bénéficier, donc ils viennent vers des firmes de services conseils pour faire l'intégration, pour faire la mise en place de ces solutions-là. Donc, c'est un peu un zoom sur l'analytique à comprendre que ça existe depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années assez fort en data pipelining ou en ETL, intégration de données, mais maintenant, on est dans la zone de modernisation depuis que l'AI a été mis sur la map, là, notamment sur Montréal et Toronto.
Si je zoome sur la province de Québec qui nous intéresse, donc la province de Québec, que si vous vous rappelez, la map mondiale était à l'est complètement du Canada, qui est la province de Québec qui est la deuxième plus populeuse après l'Ontario, qui est juste ici. Je vais zoomer là-dessus parce que AGDSS est très actif au Québec, puis ça nous permet de ressortir beaucoup d'expériences, vous amener quelque chose de pertinent aujourd'hui à discuter. Une province, donc une zone du Québec, du Canada, qui est très ciblée sur les petites entreprises. Là, vous le voyez, la portion rouge ici représente les petites entreprises. Parce qu'on favorise l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup d'investissements dans les petites entreprises. Donc, le Québec est un nid de petites entreprises qui deviennent éventuellement peut-être grandes ou moyennes. Mais assurément que nous, on dessert et on a desservi pendant longtemps les petites entreprises en analytique. Aujourd'hui, de plus en plus, les grandes entreprises. Donc, on a des grandes entreprises en manufacturing, en bancaire, en télécommunications, en assurance, en ministère, donc la ville d'Ottawa qui est ici, puis sur la ville de Québec, il y a beaucoup de ministères, donc les ministères étant du public, du gouvernemental, vont être des grands consommateurs d'analytique. Comme je disais, la majeure partie des entreprises se situe dans ce petit cercle-là, donc quelque part entre Montréal et Québec. J'aurais peut-être mieux couper le cercle ici, mais Montréal et Québec ici se focalisent ou ramènent les organisations puis les clients. On a un bassin important d'universités et de centres de formation privés en analytique. C'est important à savoir parce que ça amène encore là beaucoup de centres de recherche. Ça fait beaucoup de gens qualifiés dans l'analytique. Donc, on ne manque pas typiquement de main-d'œuvre. En fait, normalement, mais maintenant, vous avez vu que c'est très peu populeux. Donc, on fait beaucoup appel à l'immigration pour entrer, je veux dire, des cerveaux au Canada et sur la province de Québec. Donc, c'est un pays qui est très ouvert à l'immigration conséquemment. Donc, ça fait un peu le tour du Canada, Québec et l'analytique au Québec. Puis maintenant, je vais vous amener sur les défis, en fait, puis les réalités de l'analytique au Québec, ce qu'on a vécu dans les derniers 17-18 ans. Là, puis assurément, dans les dernières années, il y a des choses qui se sont confirmées. Donc, dans nos premiers grands principes, le Québec est ouvert à l'expérimentation, mais les budgets sont très, très limités. Puis ma comparative va se faire avec des fois, on nous compare, c'est les Amériques, donc les États-Unis. Aux États-Unis, il y a une preuve de concept ou une preuve technologique de 100 000 €, je parle en euros pour qu'on se comprenne, de 80 à 100 000 €. Pour eux, c'est rien, ça se fait simplement facilement. Au Québec, beaucoup moins. Ce n'est pas le mindset. Les gens vont plus suivre ce qui a été fait ailleurs. Ils vont être beaucoup moins ouverts à l'expérimentation. Encore là, c'est un peu dichotomique avec ce que je vous disais tantôt, alors qu'on met de l'AI de l'avant, puis on est rendu avec des regroupements qui favorisent les labs et l'expérimentation. Mais en fait, ça, c'est un remède au problème que je vous mets en face. Étant donné qu'on a amené l'AI, puis on s'est rendu compte, hey, c'est le fun, on a ramené l'AI sur Montréal, mais les gens ne sont toujours pas ouverts à expérimenter. Il faut injecter du capital parce que les business, les entreprises le feront que très peu. Donc, le gouvernement a mis la main à la pâte. Puis maintenant, il y a des regroupements. Si on veut faire une preuve technologique de machine learning en logistique et transport, il y a une entreprise spécifique qui s'appelle Scale AI, qui est fondée principalement par le gouvernement, qui va amener du capital à la table, des professeurs universitaires, des professeurs donc des ressources universitaires pour venir aider à ces preuves de concept-là pour faire progresser en fait le tout. Donc, important à savoir. L'agilité, oui, on en parle beaucoup. Sur le terrain, ça se retrouve beaucoup moins. Donc, les gens en ont parlé longtemps, mais dans l'application, ça se passe très peu. Bon, l'agilité étant ce qu'on connaît au niveau Scrum et tout ça, c'est dans ce focus-là que je le donne. Nous, je pense qu'on le sait tous qu'en analytique, on apprend, plus on implémente, plus on joue avec les données, plus on apprend. Ce n'est pas des projets de type Waterfall qui nous amènent une grande valeur en analytique. Il y a une ouverture, mais les gens sont encore en apprentissage sur ce principe-là au Québec. Mais il y a beaucoup d'ouverture, par contre. Les feuilles de route et les conseils stratégiques sont souvent des éléments différenciants. Nous, en fait, les entreprises aiment prendre du recul, ne savent pas nécessairement comment le faire dans tous les cas. Donc, ils sont pris beaucoup dans l'action, comme beaucoup de marchés dans le monde, mais spécifiquement ici, on le voit. Donc, on a besoin de les aider à faire
une prise de recul, puis d'amener des feuilles de route sur des visions 3-5 ans je parlais tantôt qu'on est en modernisation, donc il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de retard, des vieux entrepôts de données qui sont modélisés en admin puis qui ne font plus la job aujourd'hui. Donc, il faut amener nos clients à réfléchir, OK, mais si on amène du cloud là-dedans, si on amène peut-être une portion d'un lac de données ou un Delta Lake, donc des trucs un petit peu plus modernes, il faut les amener à réfléchir, mais il y a une ouverture, puis c'est un élément très différenciant qu'on voit dans le marché. Au niveau de la gestion du changement, c'est très peu traité. On le sait en analytique, on amène du changement, donc une décision qui était prise un petit peu selon le feeling du moment en BI. On essaie de la prendre avec des faits, on amène des tableaux de bord, on amène des analytiques. C'est des gros changements. Encore aujourd'hui, malheureusement, même en 2020, je vois plusieurs programmes, projets qui sont traités en BI avec une modernisation que pas de gestion de changement. Il y a une grosse place là-dedans à combler. On en voit un peu dans le marché, mais très peu. Nous, on le favorise le plus qu'on peut. On n'est pas spécialiste en gestion de changement, malgré qu'on le traite dans nos offres. Donc, l'adoption reste un sujet très, très peu traité. On est encore en mode solution technologique, qui est un petit peu un enjeu là, pour la suite des choses, mais qui est à traiter. Je disais tantôt, un des freins à l'intelligence artificielle qu'on a eu, déjà au début, quand les premiers écosystèmes se sont développés, on est allé les voir, nous, à GDSS, puis en rencontrant les partenaires, je le disais, c'est bien de faire de l'AI, mais vous comprenez que l'essence de l'intelligence artificielle, c'est des données. Donc, si la donnée n'est pas de qualité, l'essence n'est pas de qualité, le moteur ne fonctionnera jamais. On est encore là-dedans aujourd'hui, en 2020, où la gouvernance de données à un stade de maturité très, très, très limité. Donc, les processus sont pas en place au niveau de la qualité long terme, des rôles et responsabilités, même des tableaux de bord pour mesurer la qualité de données en continu, donc qui nourrit des engines de machine learning et de prise de décision automatisée. Ce n'est pas en place. Donc, il y a un gros travail à faire là de maturité, donc d'investir de manière itérative et agile en gouvernance pour augmenter la qualité de certains processus inhérents à la gouvernance de données de qualité. Donc, il y a du travail à faire dans ce coin-là. On a vécu le offshoring, comme je pense tous les pays. On a essayé de faire du offshoring généralisé là, au niveau des centres d'appel, éventuellement de la gestion des data warehouse. Il y en a très peu aujourd'hui, puis les succès sont mitigés. Donc, il y a un rapatriement graduel là, des expertises au niveau de l'analytique. Donc, on offshore très peu. On nearshore, donc à l'interne des provinces et des Québec un peu plus. Donc, pour diminuer les coûts, on va envoyer certaines gestions des data warehouses dans des régions où le coût de la vie est plus limité. Donc, on diminue nos coûts au niveau de la gestion des opérations, des data warehouses et des data lakes. Mais encore là, je pense qu'on a eu mal en offshoring. Puis là, on a rapatrié graduellement. Intéressant à savoir parce que ça crée un paquet de besoins au niveau des opérations, des lacs de données, au niveau des opérations des écosystèmes analytiques d'un point de vue général. On n'est pas en mode tout s'en va dans un autre pays. On est en mode très collaboratif avec les autres pays, puis on essaie d'aller en mode nearshore le plus possible, d'avoir une expertise qui est très près de nous. Bon, maintenant, le contexte est un petit peu différent d'un point de vue proximité physique, vous me direz, là, mais il y a quand même cet élément-là à considérer. Il y a peu d'équipes massives en analytique, autres que dans les grandes banques et les assureurs. Les grandes banques et les assureurs vont avoir des centaines de personnes en analytique puis en data science ou dans ces eaux-là. Mais c'est vrai principalement que pour ces industries-là. Il y a quelques exceptions en telco, mais encore là, quelques exceptions. Donc, encore aujourd'hui, même dans les entreprises, on dit le manufacturing, il y a de l'IoT, il y a de la donnée générée en masse, il y aurait beaucoup de valeur à l'amener, à avoir ne serait-ce que des équipes qui pourraient aider à gérer le flot de données et optimiser les productions en gestion des transports. On a des clients en logistique et transport. Il y a tellement de données pour optimiser. Je veux dire, bouger des trains, des bateaux, ça demande énormément de capital. Donc, si c'est optimisé, on peut favoriser un ROI intéressant, un retour sur investissement intéressant. Malgré tout, très rares sont les entreprises qui ont des équipes massives. Vous comprenez, on est très peu nombreux, rappelez-vous. Donc, les entreprises de grande taille sont malheureusement de petite taille comparativement à des marchés comme certains marchés européens ou des marchés asiatiques ou même américains. Donc, il y a très peu d'équipes massives, font beaucoup appel à des services de consulting, donc des firmes de services pour les projets. Les écosystèmes de données sont bâtis avec des partenaires technologiques beaucoup. Donc, je vous nomme quelques partenariats ici qui sont très présents sur le marché.
ils vont venir, c'est positif, ingérer, donc ils vont venir se greffer aux équipes de réalisation, puis même dans les cycles de mise en place, de design des solutions. Ces partenaires-là vont venir se greffer aux équipes pour amener leurs solutions au marché. Donc, c'est très bien, mais c'est important à prendre en considération. Ils sont très actifs. C'est un petit marché encore là, donc c'est facile d'avoir un impact. Nous, on travaille très près avec tous les partenaires que vous voyez là, notamment. Puis, il y a des bonnes collaborations avec la plupart des firmes conseils et de ces partenariats-là pour favoriser des solutions clients qui font du sens dans la suite des choses. Puis, je vous dirais, on se revoit dans 2 ans, cette liste-là va changer. Donc, au fil des années, il y en a qui sont restés, mais il y a eu beaucoup de mouvements au Canada. Puis encore là, je reviens sur le point qu'on fait très peu d'expérimentation. Donc, on n'est pas les premiers explorateurs pionniers. On est souvent les second best, je veux dire. Une fois que ça s'est vu dans le nord-est américain, New York et tout ça, là, on va avoir un effet de bord qui va arriver sur le Québec où on va venir implémenter ces solutions-là. Même chose Toronto vers Montréal. C'est un peu les grands principes que je vous dirais, là, parce que je veux respecter le temps, mais c'est un peu les grands principes que je vous dirais qu'on a sur Montréal. Intéressant. Maintenant, dans des aventures typiques, brièvement, pour couvrir un dernier 4-5 minutes, une des aventures typiques en manufacturing qu'on a fait récemment, vous le voyez, on est parti sur une vision long terme, comme je vous disais ici, là, sur presque 3 ans, en fait, avec 3 phases de programme en agilité, 12 sprints avec une équipe dédiée. Vous voyez le type d'expertise. Ce qui est en vert était de firme conseil, donc la nôtre. Et voici le type de livraison qu'on a eu. Donc, c'était du IoT. En gros, ramener des données de machine avec de la gouvernance, donc pour en augmenter la qualité puis la responsabilité, l'imputabilité pour éventuellement avoir des tableaux de bord de production unifiés pour plus de 13 usines à travers les Amériques. Donc, encore là, on était sur un entrepôt de données on-prem. Puis ça s'est fait un peu de cette manière-là. Ça, c'est un type de projet typique sur quelques années avec des équipes qui vont varier entre 5 à 11 personnes là, au fil de ces années-là. Une deuxième, en fait, ici, qu'on a dans l'agriculture, on est actif présentement. On a commencé avec un plan de mise en place parce qu'il n'y avait absolument rien au niveau analytique. Un plan de mise en place des entrepôts de données analytiques pour le groupe des opérations. On est dans l'agriculture, mais en fait, c'est plus le domaine avicole, donc la production de poulets de chair et de poulets et d'œufs, donc dans l'avicole. En gros, on part avec une feuille de route en avicole, puis finalement avec 3 itérations avec 3 couleurs différentes, vous voyez ici, pour bâtir graduellement une maturité analytique avec de l'intégration de systèmes, de la visualisation au fil des mois avec des petites équipes entre 3 à 5 personnes chez ce client-là au fil du temps pour arriver finalement avec une vision intégrée du domaine avicole pour cette entreprise-là. En parallèle, on a des mandats avec eux au niveau finance, au niveau approvisionnement, mais c'est tous des petits mandats, des petites équipes. Puis initialement, ils étaient 2 dans l'équipe analytique. C'est une grande entreprise, c'est un des plus grands regroupements de producteurs à agriculture au Canada. Donc, c'est quand même massif. Il n'y avait pas d'analytique. Donne une idée de la maturité. Et d'ailleurs, cette entreprise-là fait aussi des programmes avec ce que je vous parlais tantôt de Scale AI, donc d'expérimentation sur des silos connectés et tout ça. Donc, c'est un petit peu dichotomique. On fait de l'expérimentation des trucs super bleeding edge. Puis de l'autre côté, on n'a même pas d'analytique encore. Donc, il y a une modernisation en cours. C'est ce qu'il faut comprendre derrière. Maintenant, les challenges qu'on a principalement là, dans les prochains temps qui vont nous activer, je vais y aller très brièvement. On a mettre à profit une compréhension des enjeux d'affaires, remettre les affaires au centre des projets et non pas arriver avec une approche technologique. Stimuler l'innovation tout en mettant à profit les écosystèmes qui sont en place. Donc, il y a des investissements qui ont été faits dans les 10 dernières années pour des warehouses, des tableaux de bord et tout. L'idée, c'est pas on a une expression au Québec qu'on dit jeter l'eau avec jeter l'eau avec jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, tout jeter en même temps. Ce qu'on ne veut pas faire, on veut s'assurer de mettre à profit ce qui est en place. Même si les lacs de données, maintenant, le cloud, il y a des choses qu'on doit conserver dans tout ça. Pas moderniser sans se poser de questions. Construire une connaissance durable avec et pour nos clients. Donc, formation, transfert de connaissances, c'est des focus qu'on a. Promouvoir un libre service, donc l'utilisation de données, même en 2020, aujourd'hui, on n'est pas rendu là, tout simplement. Donc, il faut vraiment pousser là-dessus un maximum, mettre à profit les nouveaux outils qui sont en place par rapport à ça.
faciliter le déploiement de la gouvernance. Je vous en parlais, la gouvernance de données aujourd'hui, c'est un gros problème. C'est un frein à l'innovation parce que des données de non-qualité ne permettent pas de passer à la prochaine étape, un autre de nos focus. Puis mettre en place de l'agilité parce qu'on sait que c'est par itération que ça se passe tout ça. On peut pas, Rome ne s'est pas bâti en un jour. Il faut y aller par itération. Fait que la modernisation, ça se passe principalement de cette manière-là. Donc, c'est ça, en gros, les challenges qui nous animent pour les prochaines années. Puis un peu, donc, on a fait le survol Canada, Québec, l'analytique, les grandes fondations et apprentissages qu'on a au cours des années. Puis maintenant, les challenges qui sont devant nous pour les prochaines années. On avait commencé un petit peu en retard, mais je vais quand même prendre le temps. Là, on a un bon gros 10 minutes là, pour les questions que je vais prendre en direct sur le Q&A. Je vais commencer par vous remercier de m'avoir écouté. Puis, je commence à prendre les questions dès maintenant. Si j'envoie dans le Q&A, vous pouvez les inscrire directement là, dans le chat Q&A. Oui, je vais aussi peut-être ouvrir au facilitateur de la salle, la facilitateur de la salle, si vous voulez prendre la parole, là, puis stimuler les questions s'il y en a ou les prendre en direct. J'ai une question qui vient de rentrer. Je voulais savoir votre avis sur les solutions d'entreprise comme celle de Taiku qui propose une plateforme de data centralisée. Pensez-vous que les entreprises n'ayant pas d'équipe data peuvent se contenter de ces genres de solutions? En fait, est-ce que, je vais même la généraliser, c'est une très bonne question. La question, c'est est-ce que les entreprises qui ont aujourd'hui pas d'équipe de data management ou de BI, est-ce qu'ils seraient ouverts à faire l'acquisition de solutions de data centralisées? La réponse à ça, c'est oui. Je pense qu'il y a de l'ouverture présentement. Il y a une grosse portion de l'écosystème aujourd'hui qui est, je ne vais pas contrôler, est un petit peu négatif. Là, fait que mais je vais utiliser ce terme-là quand même, et un peu contrôlé par les partenariats, dans le sens où les gens sont très loyaux à leurs partenariats, comme que ce soit Microsoft, que ce soit Amazon, Snowflake, Tableau, pour ne nommer qu'eux, il y en a d'autres, SAP et compagnie. Ils sont très près de leurs partenaires. Donc, pour réussir à briser, en fait, de créer une brèche et rentrer avec une solution pertinente, il faut que la valeur d'affaires elle soit démontrée hors de tout doute et que l'intégration, je parlais tantôt d'écosystème unifié, et que l'intégration entre cette nouvelle solution-là, les écosystèmes en place, donc les partenaires en place, soit simple ou facilité. Sinon, il n'y aura aucune écoute. Je vous donne un exemple très bref par rapport à ça. Snowflake a débuté dans le marché, puis on était dans les premiers partenaires à signer notamment. Rentrer dans le marché, ça a été très difficile, arriver dans la brèche Microsoft, puis réussir à se faire de la place dans ce coin-là, alors que Microsoft n'y était pas du tout d'un point de vue Cloud Analytics encore, lorsque Snowflake est arrivé. Mais de par la loyauté, donc le Québec, c'est un peuple très, très loyal. Pour vrai, on est vraiment fait comme ça. Donc, il faut que la valeur soit démontrée. Pour répondre à votre question, oui, il faut que la valeur soit démontrée. Puis le cycle de vente, on ne parle pas de semaines, on parle de mois, une grande patience. J'espère que ça répond à votre question. Sinon, vous pouvez en reposter une nouvelle, je vais la prendre. Il y a une deuxième question. Est-ce que la proximité des US, des États-Unis, ouvre des possibilités ou amène des challenges ou de la concurrence différente? Oui, énormément sur les deux aspects, donc les possibilités et les challenges. On est très près, en fait, d'une zone universitaire, donc toute la zone de Boston, New York, là, beaucoup Boston principalement, de recherche, MIT, tout ça. Donc, oui, il y a des collaborations de recherche qui se font entre la zone nord-est américaine et le Québec et l'Ontario, donc Toronto, Montréal, de collaboration de recherche qui a lieu entre les universités, notamment Concordia, MIT, tout ça, il y a McGill, qui amène un paquet si on s'y intéresse, un paquet de nouvelles tendances, les prochains grands projets sur quoi ils devraient se focaliser. Donc, oui, on peut en profiter, mais il faut être prêt à investir du temps, de l'énergie et de l'argent pour aller chercher des clients qui sont prêts à expérimenter dans ce sens-là. Maintenant, la manière de le faire, comme je disais tantôt, c'est en se rapprochant des programmes de subvention et des groupes qui sont subventionnés pour faire ça. Donc, je prends l'exemple de la GDSS, on est très près, on a investi dans les dernières années pour avoir une certaine portion de nos équipes qui se forment en continu et qui expérimentent en continu et qui sont près de ces groupes-là. Donc, s'il y a des choses qui émergent, exemple en IoT dans le domaine du transport, on a des gens qui sont capables d'adresser ça à une certaine mesure. Donc, ça allait s'intégrer dans des équipes pour faire ce type d'expérimentation-là. Donc, ça amène, oui, plein de possibilités, mais il faut être prêt à investir.
Au niveau de la concurrence, très peu présentement. Très, très peu. Je pense que, puis je vais peut-être faire des suppositions parce que je n'ai pas toutes les données, mais des grandes suppositions, il y a le langage, la barrière du langage. Assurément que les Américains ne parlent pas très bien français d'un point de vue général. Inversement, il y a beaucoup de Québécois, principalement près de Montréal et des Torontois, donc en Ontario, qui vont parler anglais. Donc, il y a des opportunités à aller vers le sud. Encore là, pour faire de politique, mais avec les nouvelles administrations américaines, il y a une grande relativement fermeture des marchés, en fait, pour essayer de stimuler l'économie locale. Plus difficile de faire la business là-bas, mais pas fermé complètement. Donc, on a ça qui existe, mais il y a peu de concurrence qui vient de là. La concurrence au Québec, elle vient beaucoup de l'Europe, des pays francophones européens, présentement, qui arrivent avec la réalité avec un capital différent, donc qui arrivent avec l'euro principalement, là, alors que la devise canadienne est plus faible. Donc, ils vont arriver avec des taux des fois un petit peu plus compétitifs. Maintenant, l'approche canadienne ou québécoise, elle a son pesant d'or. Inversement, donc vers l'Europe, on a une approche qui est très terrain, très, je veux dire, pas de dentelle qu'on dit, nous, c'est très, on pousse vraiment du concret tout le temps. Donc c'est ça, au niveau concurrence, peut-être, assurément. Puis, il n'y a pas vraiment d'échange de ressources des États-Unis, donc des ressources, de l'expertise. C'est très rare qu'il y ait du recrutement qui se fait des Canada vers les États-Unis, notamment à cause des enjeux de passeport et tout ça. C'est plus compliqué d'un côté comme de l'autre. Donc, des possibilités. Donc, c'est les deux questions que j'avais présentement à répondre. Je vais laisser quelques minutes pour voir s'il y a d'autres questions. Il nous reste 3-4 minutes. Oui, j'ai Mamadou qui a levé sa main. Je suis prêt à prendre la question live. Je vais laisser notre facilitateur peut-être ouvrir le micro. Oui, avec le climat actuel, donc je vois quelques questions qui viennent d'apparaître, donc je vais y aller dans l'ordre. Le climat actuel aux États-Unis, Canada observe-t-il un afflux de talent? Non, absolument pas. Bizarrement, ça dépend de quel axe on regarde ça. C'est un élément assez politique quand même. Il n'y a pas tant d'Américains que ça qui veulent quitter les États-Unis, contrairement peut-être à la presse qui se fait. Encore là, c'est relatif, puis je ne veux pas me lancer en politique. Mais il n'y en a pas, non. Les gens, les Américains, c'est des fiers Américains la plupart du temps. Bon, il y a une crise actuellement, là, tant sanitaire qu'économique sur plusieurs aspects, mais on ne ressent pas qu'il y a un afflux d'Américains qui veulent venir nécessairement vers nous au Canada. Puis, comme je vous disais, il y a aussi l'enjeu de la langue là-dedans qui vient probablement jouer dans tout ça. Là. Probablement, ça va émigrer. Si ça allait émigrer beaucoup plus vers Toronto, il risque d'en avoir un peu, mais encore là, j'ai parlé à des gens, puis on ne le ressent pas du tout, ou vers l'Ouest canadien, à Colombie-Britannique, qui est une autre concentration de population et de business, mais qui est anglo principalement. J'ai une autre question au niveau. J'aimerais savoir, est-ce qu'on utilise SaaS? Oui, SaaS est présent dans le marché. D'ailleurs, nous, on a quelques mandats SaaS. On a eu quelques mandats SaaS au cours de l'année. On a encore un actif présentement. Oui, c'est encore très présent au niveau de la science des données. On a même, malheureusement, au niveau de la transformation, en fait, de l'ETL. Donc, ça, c'est utilisé comme engin de traitement pour des campagnes marketing, pour de l'analyse de la segmentation et tout ça. C'est encore très présent. Les solutions SaaS pures, très rares, donc c'est pas on n'en voit pas beaucoup. Mais l'outil SaaS en tant que tel, dont les moteurs SaaS, on en voit. Ouais, c'est présent, on en voit dans la telco, on en voit dans le bancaire, on en voit dans les assurances. C'est des choses présentes. Puis c'est bien, je veux dire, valorisé dans le sens où les gens le voient bien, sont prêts à payer pour de l'expertise pour du SaaS. On sent que c'est pas prêt de s'en aller, puis pour plusieurs raisons. On sent que ça va migrer au niveau d'utilisation, par contre. On s'en aller vraiment plus vers la statistique, le prédictif, puis les modèles statistiques versus du traitement, du pipelining de données. Donc, ça tend à migrer vers là de plus en plus au niveau SaaS. Ça, c'était pas une question que j'avais. Oui, l'équivalent du GDPR Canada au Québec. Oui, on a une norme comptable qui est en place. Puis, elle a fait émerger un nombre important de projets au niveau des bancaires, les accords de bail et tout ça, là, donc pour la mise en commun des normes comptables. Donc, sous-jacent à ça, émerge un paquet de problèmes de gestion, de problèmes d'opportunités, assurément, mais de problèmes pour les banques, de mise en place
de gestion de capital plus serrée, là, des capitales de réserve plus serrées. Donc, oui, c'est en place et il y a plein de projets alentour de cette sphère-là que nous, on est beaucoup moins impliqués. Donc, on n'a pas, je disais tantôt, on est très agnostique d'un point de vue affaires, donc on n'a pas de verticale pure à faire, donc on n'a pas de verticale comptabilité ou finance, mais on est intégré dans certains projets là, où il faut mettre en place des entrepôts de données pour éventuellement reporter de l'information en lien avec les normes comptables internationales. Puis, je dirais après ça, sous-jacent à ça, bien, tout ce qui est les rapports d'analyse ou de justification de l'atteinte de ces normes-là, c'est des grands projets de data warehousing. Tantôt, je parlais que les banques ont plusieurs centaines de personnes. J'ai participé à un projet où on était 87 développeurs, gestionnaires de projet, tout ça, au sens large, dans une banque pour mettre en place sur 4 ans une adéquation aux normes comptables pour la gestion de capital de risque, capital de soutien des économies. Donc, c'est intéressant. Oui, il y en a beaucoup. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres produits ETL plus utilisés? Assurément, on en a. On voit beaucoup présentement de SSIS. On va voir encore du Data Stage. Donc, IBM Data Stage, on va en avoir beaucoup. Bon, plus ça va émerger, plus on va commencer à avoir des outils de type plus cloud, ADF notamment. On va voir des outils ETL là, qui sont de Snowflake. On commence à en voir émerger. Il n'y en a pas beaucoup. Mais je dirais, ça, ce n'est pas un grand outil ETL aujourd'hui. Encore là, puis il tend à se faire tasser de la sphère ETL pour être ramené où il doit être, donc qui est principalement en modèle statistique. Donc, dans les outils ETL, on va voir beaucoup plus d'outils ETL de type classique, SSIS, Data Stage, puis éventuellement, bon, tous ceux qu'on connaît d'un point de vue Big Data, là, on commence à en avoir aussi dans le marché. Est-ce qu'on prend des stagiaires présentement? À Agile DSS, on en prend 2 fois par année. On va éventuellement prendre des stagiaires qui vont être en ramp-up sur différents types de technologies. Encore là, pour nous, un stagiaire, c'est une cible d'emploiement. Donc, on ne prend pas des stagiaires par principe d'avoir des stagiaires. Pour nous, c'est un modèle de croissance. Donc, on va cibler des expertises très spécifiques pour aider à notre croissance. Donc, on va coacher des stagiaires. On investit beaucoup dans nos gens, y compris nos stagiaires. En Europe, est-ce que ça concerne surtout les consommateurs? J'aurais besoin de précision sur cette question-là. La proximité avec l'US, bon, ça, j'y avais répondu tantôt. Je pense qu'il manque peut-être une petite spécification sur la dernière question au niveau de l'Europe. Peut-être la spécifier. Je vais tenter d'y répondre en entendant la spécification. Puis après ça, je pense qu'il est pratiquement moins 10. Je vais repasser à notre facilitateur là, pour fermer la rencontre. En Europe, en fait, la compétition que nous, on voit, c'est par rapport à ça la question. La compétition qu'on voit en Europe, nous, c'est des firmes conseils qui veulent venir s'établir ici, principalement qu'on va voir passer avec des taux différents, une expertise différente. Taux différents étant il arrive avec une monnaie différente qui a une plus grande valeur au Canada. Donc, le dollar canadien a une valorisation plus faible que l'euro. Donc, ça aide à ça. Maintenant, moi, je le vois d'un point de vue positif aussi parce que ça vient stimuler la modernisation et ça amène un paquet de ressources intéressantes. Nous, on recrute beaucoup, notamment en France, puis un petit peu en Afrique par le biais des regroupements de recrutement internationaux parce qu'on a besoin de ressources qualifiées. Puis la réalité, c'est que la France, alors que nous, on faisait des entrepôts de données, eux en faisaient déjà depuis 5 ans. Donc, il y a des expertises qui aujourd'hui, nous, on découvre, que les clients ont besoin, qu'en France, ils le font déjà depuis quelques années. Il y a un certain retard à comprendre là, au Québec. Comme je disais, on n'est pas pionnier sur bien des aspects. On est willing, comme on dit, on veut en faire, on pousse, il y a une modernisation en cours, mais on bénéficie des erreurs des autres, donc de l'expérimentation des autres, beaucoup pour faire avancer ou moderniser d'un point de vue général. C'est la dernière question que j'avais présentement. Puis je vais respecter le temps. Il est moins 10. J'ai déjà dépassé d'un bon 5 minutes. J'aimerais repasser la parole à notre facilitateur pour fermer la rencontre. Mais je vais encore une fois vous remercier. J'espère que ça vous a donné un petit peu de perspective sur Montréal, puis assurément vous donner une vue positive du Canada et du Québec spécifiquement là, pour les opportunités qu'il y a ici. Il y en a beaucoup. Il y a du travail. Même dans le contexte actuel, assurément. Puis c'est pas prêt de s'arrêter. Les entreprises sont relativement en croissance. Puis avec l'internationalisation, les entreprises ont des clients à l'international, vraisemblablement. Puis
les maisons mères demeurent beaucoup sur le Québec et l'Ontario. Donc, il y a un paquet de business à faire ici. Donc, voilà. Et merci à tous. Puis, je vous souhaite assurément une bonne continuité de journée pour cette journée de conférence. Puis, si vous voulez un bel exemple de ce qu'on a réussi à faire avec un de nos clients, ne manquez pas la conférence de Charles-Étienne Lavaux au niveau du lac de données, qui est un petit peu plus tard dans la journée. Alors, je vous remercie et bonne journée à tous.